bienvenue dans cet épisode du podcast Transition des sages et des moins sages. Aujourd'hui, j'aime aborder une transition particulière parce que bien souvent, quand on met de l'ordre dans sa tête, on met aussi de l'ordre dans son univers, comme si les deux étaient liés et si justement les deux étaient liés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité Julie Letecher et nous allons écouter son parcours, son histoire et sa manière de penser l'environnement pour que notre tête ait aussi plus de clarté. À très vite. Sage Transition, le podcast des défis de la vie, présenté par Brigitte André. Eh bien, bonjour Julie, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui parce que tu vas aborder avec nous un sujet très important qui est comment on peut mettre de la clarté dans sa vie grâce à mettre de la clarté dans son environnement. Mais avant toute chose, j'ai vraiment envie de te demander, mais finalement, qui tu es, c'est quoi ton parcours? Oui, bah, ça a du sens ici. Donc moi, c'est Julie, comme tu l'as dit. J'ai 41 ans, j'ai un amoureux et j'ai 2 enfants. Alors à la base, j'ai fait des études en psycho. Et puis, un petit peu par hasard, je me suis retrouvée à bosser dans une banque. C'était temporaire et j'y suis restée 15 ans. Et puis, bah, voilà, ça s'est pas très bien terminé. Je vivais à 100 à l'heure, à 150 même. En tout cas, bien, bien trop vite pour profiter des belles choses qui m'entouraient déjà. Et puis, bah, sans surprise, je me suis effondrée à un bon gros burn-out. Et puis, en fait, la première chose que j'ai eu besoin de faire quand je suis restée à la maison, malgré le manque d'énergie et le manque de motivation, bah, ça a été de ranger, de ranger ma maison, d'ouvrir les placards, les tiroirs, les fardes remplis de papier, le grenier qui déborde et trier, décider de ce que j'avais envie de garder, de ce que j'avais envie de virer. Qu'est-ce que je voulais enlever de ma maison et de ma vie. En fait, tous ces objets, c'était lié. Et en fait, j'avais envie de revenir à l'essentiel. J'avais envie d'enlever tout le superflu qui m'entourait. Et finalement, c'était un beau petit parallèle avec ma vie privée aussi. Ça se représentait vraiment dans ma maison. Et donc, j'ai vraiment fait ces démarches pour revenir à l'essentiel, à mon essentiel. Et ça manifestait dans la maison. Après tout ça, ben, je me suis réorientée, voilà, rien à voir. Maintenant, je suis home organizer. Et donc, la banque, c'est fini. Ça a été une chouette occasion, en tout cas, de réfléchir aux choses importantes pour moi. Voilà, donc en fait, voilà, parfois une petite chute, c'est quelque chose de positif, en fait. Ça nous remet un petit peu dans le droit chemin. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Quand tu es home organizer, Home organizer, ouais, pas facile. c'est pas... Comment est-ce que toi tu expliques que l'encombrement influence notre esprit? C'est vrai que bah, moi, je suis convaincue qu'il y a un lien entre soi et sa maison. Bon, c'est pas par hasard que bah, notre maison, on l'appelle notre intérieur. C'est vrai qu'on dit souvent, bah, montre-moi ta maison, je te dirai qui tu es. Donc c'est vrai que quand il y a une pièce qui déborde, ça parle beaucoup de notre charge mentale, de notre rythme, de nos priorités aussi, de notre fatigue, de nos blessures même. Donc c'est vrai que à l'inverse, fatalement, quand on remet de l'ordre et de la clarté, de l'intention autour de soi, dans sa maison, ça débloque aussi quelque chose en soi. Bon, tout de suite, quand tu ranges une pièce, tu respires mieux, tu dors mieux, tu penses plus clairement. Et c'est vrai que voir plus clair dans une pièce, je trouve que c'est aussi voir plus clair dans sa vie, dans son quotidien. Ça influence le moral et puis ça apaise, je trouve, vraiment instantanément de se retrouver dans quelque chose de vraiment harmonieux autour de soi. Sa maison, c'est important, on passe beaucoup de temps dedans, elle est censée nous ressourcer. Donc si elle fonctionne pas bien et qu'elle est malade, ça a forcément une influence sur nous. Mais comment est-ce que concrètement ça se représente dans la maison? Est-ce que tu as des exemples qui nous montrent que, ben oui, c'est vraiment quelque chose de lié? Oui, bah écoute, des exemples, on peut voir ça un petit peu par pièce. Tu sais, une qui est très parlante, je trouve, c'est la chambre parentale. Alors, s'il n'y a pas d'enfant, la chambre tout court. La chambre, c'est un lieu qui est dédié au repos et au couple. Alors, si tu retrouves sur ton lit une pile de linge sale, du bazar, ton ordi du boulot, des jouets, des photos de tes enfants sur la table de nuit, ben, ça t'évoque pas vraiment le calme ni le couple qui se retrouve. Donc, voilà, ça te donne pas forcément envie, ça te donne pas les moyens de te reposer et de te retrouver en couple.
Donc en fait, bah oui, quand tu vois la pile de linge, ça te rappelle ta to-do list sans fin. Ton PC du boulot, bah oui, peut-être que ton boulot t'envahit aussi un peu dans ta vie privée, qu'elle prend un petit peu le pied au niveau du timing, où tu rentres trop tard, où toute ta tête, elle est là, quand tu rentres, t'as plus d'énergie pour ton conjoint. Tu sais, ça peut parler sur des choses vraiment importantes dans ton quotidien. Euh, ça peut parler aussi sur ton rôle de parent, hein. C'est vrai que la photo des enfants sur la table de nuit, c'est c'est pas spécialement le bon endroit pour penser à eux, je crois. Donc c'est vrai que tout ça, ça parle vraiment de la place que tu as décidé de donner à ta vie de couple. Et voilà, en fait, ça se représente tout de suite dans ton espace, hein. Donc parfois, c'est bête, il faut un petit peu de tri et on remet tout de suite les choses essentielles à ce niveau-là dans sa vie au bon endroit. Euh, si j'ai encore un autre exemple, bah, c'est l'entrée. C'est l'entrée, c'est un Ouais, endroit de passage. Hein, ouais, c'est là qu'on arrive en premier quand on rentre dans la maison. C'est un lieu de transition. C'est pas vraiment une pièce où on vit. C'est là qu'on passe pour faire la transition entre l'extérieur et l'intérieur. Et voilà, c'est la première impression que tu as quand tu rentres dans ta maison. Ça peut être pour toi, hein, ce que tu ressens comme charge ou comme apaisement quand tu rentres chez toi, ou bah voilà, ce que les gens en pensent, et ce que ça dit de toi quand ils arrivent chez toi. Donc c'est vrai que si ton entrée elle est encombrée, elle est sombre, si la porte elle bloque un peu avec plein d'objets derrière, on n'arrive pas bien à l'ouvrir, mais ça te donne pas envie de rentrer, c'est pas très accueillant, c'est pas très fluide. Par contre, bah, si c'est voilà, une entrée très accueillante, où l'air circule, où c'est assez organisé pour que ça corresponde aussi bah, aux choses que tu fais dans ton entrée, tu sais, bah, tu dois avoir les choses que tu utilises à cet endroit-là, les chaussures, les vestes, etc. Il faut que ce soit fonctionnel pour que le matin, ça tourne. Voilà, tout ça, ça va faire quelque chose dans ton quotidien et ça va t'apaiser. Voilà, si ça marche bien, ou te stresser si ça marche pas bien. Euh, je ne sais pas si tu veux encore des exemples, il y en a plein, hein, toutes les pièces. mais je trouve que ces deux-là sont déjà très, très parlants parce on a tous un hall d'entrée quelque part, même si parfois on rentre directement dans la pièce centrale, mais c'est quand même, il y a quand Mais même. ça peut être tout petit, hein, ça peut être juste, tu sais, un petit mètre comme ça où tu peux mettre un meuble, un crochet. Ça ne doit pas être une pièce à part entière, mais c'est symbolique, hein, quand je parle de la pièce de l'entrée. C'est vraiment voilà, ce que tu vois quand tu rentres chez toi. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit pas encombré. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, il y a trop, j'ai trop dans mes armoires, ça déborde. Enfin, on utilise souvent le mot trop quelque part, un petit peu dans tous les sens. Mais c'est quoi les signes de, ouais, il y a trop, ou le signe du trop? Comment on sait? Ben, c'est une réponse qui est assez personnelle parce que ça dépend des besoins de chacun. Ceci dit, il y a quand même des signes qui ne trompent pas, malgré tout. Ben, le premier que je vois, c'est que ben, tu cherches tout le temps tes affaires. Tu cherches, je sais pas moi, tu cherches une rallonge pour un câble électrique. Tu sais que tu en as peut-être même deux ou trois, sauf qu'elles changent toujours de place, tu les trouves pas en fait. Donc ça, c'est déjà un signe que tu as trop. C'est noyé dans quelque chose qui ne fonctionne pas, noyé dans d'autres objets ou pas à sa place. S'il y a un autre signe, c'est que tu passes ton temps à ranger, mais que le désordre revient tout de suite très vite. Là, il y a un problème. Donc C'est ça. Parce que oui, mais tu sais, Brigitte, c'est pas de ta faute. C'est de la ah, faute de ton conjoint, c'est de la faute de tes les enfants enfants, mais c'est du aussi chat. peut-être et surtout parce qu'il y a trop d'objets à ranger, donc ils s'y perdent aussi, hein. Donc oui, c'est peut-être un peu de leur faute, mais il y a plein de solutions pour ça. Alors un autre signe, c'est que bah, tu possèdes chez toi beaucoup d'objets qui ne servent plus, ou peut-être qui n'ont même jamais servi. Donc, dans ton grenier, dans ta cave, tes placards qui débordent, tu gardes des choses au cas où, un jour peut-être, parce que ce sont des cadeaux ou parce que ça t'a coûté cher, mais en fait, ça ne sert pas. Ça moisit quelque part et ça t'encombre l'esprit. Euh, un autre signe que je vois encore, c'est que mais ta maison, c'est devenu une source de stress. Comme je te disais tout à Ah l'heure, ouais. c'est un lieu qui est censé t'apaiser, te reposer. Si tu rentres et que tu vois le bazar, bah, tu te sens déjà pas bien chez toi, t'as pas envie de rentrer après le boulot, tu paniques quand tu penses déjà à tout ce qui t'attend quand tu vas rentrer. Et bah, finalement, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fuis ta maison dès que tu peux. Ça, c'est un signe assez parlant.
Et alors, je vais encore en donner un dernier, c'est que tu n'invites personne chez toi. C'est ça, oui, je vois très bien. T'oses plus en fait, t'oses pas montrer, et parce que tu sais que ça parle de toi et parce que tu étais très embêtée avec tout ça, t'as honte de faire rentrer quelqu'un chez toi. Si jamais on te fait une petite visite à l'improviste, c'est la catastrophe, ça te met vraiment très mal à l'aise. Ou alors la petite phrase qui me fait rire que beaucoup de gens disent quand tu vas chez eux, à peine ouvert la porte, avant même de dire bonjour, les gens disent ne regarde pas le bazar. Ils te mettent tout de suite en garde, que tu ne les juges pas sur ce point-là. Et ça, en général, c'est assez parlant. Voilà. Allez, c'est des beaux signes. Moi, je me rappelle aussi que quand j'avais des enfants en bas âge, j'étais vraiment très désordonnée et mon ex-mari était aussi très désordonné. Et, C'était ta faute. mais on invitait énormément de gens, mais on savait que la veille, ça allait être épuisant pour remettre tout en ordre. Et donc, on était déjà épuisés au moment où on recevait nos amis. Mais finalement, tu perds une partie de plaisir aussi. Oui, c'est Tu ça. vois, parce que finalement, tu vois que la charge, tu vois pas l'événement heureux qui est à côté et qui est associé. C'est dommage. Tout à fait. Mais alors, c'est vrai qu'aussi dans la manière où on organise finalement sa maison, j'ai l'impression qu'on répète des schémas ou des scénarios qu'on a appris un petit peu et que ben, on va dans... Ouais, on accumule peut-être de la même manière ou on organise de la même manière que papa, maman, bonne maman, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais oui, mais tu as tout à fait raison, hein. Il y a des schémas de fonctionnement qui se transmettent de génération en génération. Bah, tout simplement parce que c'est toujours ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Donc, Mm. tu sais peut-être même pas comment faire autrement. Et donc, tu reproduis ce que tu connais, tout simplement. Mais après, il faut quand même se dire que ben là, pour tous Alors, on parle pas que de la maison, hein. On parle de transmission de façon de penser, de fonctionner, de consommer même, de vivre ou d'être. On ne ressemble pas forcément à la génération d'avant ou encore avant même. Toutes les conditions de vie ont changé, nos aspirations ont changé, nos priorités, nos contraintes. Et donc reproduire quelque chose qui fonctionnait avant dans un autre contexte, C'est ça ça. ne peut pas marcher forcément maintenant. Euh, donc voilà, ça ne nous correspond plus et on n'a pas forcément envie de transmettre ça à nos enfants non plus. Donc, C'est vrai que, par exemple, dans ma génération à moi, on est quand même des enfants qui avons été éduqués par des enfants de la guerre. ouais, ça laisse beaucoup de marques hein, dans Ouais, l'accumulation des c'est ça. choses. Il y a On un ne sait, manque incroyable. Hein. on ne sait jamais. Moi, je me rappelle Non, ma bonne maman qui gardait des petits bouts de ficelle de 5 centimètres maximum parce qu'on ne sait jamais. on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est Mais vrai. ça montre des grosses difficultés qu'il y a eu de se procurer toutes sortes de choses à manger. Enfin, ça se voit dans le garde-manger aussi, hein, ça. Tu sais, les tonnes de café et de sucre dans les placards de ma grand-mère, j'ai connu ça aussi, alors que ça n'avait plus aucun sens maintenant. Donc c'est vrai que tout ça, faut décortiquer. Mais donc pour revenir à tout ce qui est transmission générationnelle, je pense aussi qu'il y a aussi des choses, des petites phrases, des concepts, des idées qui se disent et qui rentrent un petit peu dans les mœurs, tu sais, du style on ne peut pas se défaire d'un meuble de famille, ça se fait pas. On ne peut pas se défaire d'un cadeau non plus, ça se fait pas, non, quand même. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont aussi conditionner la façon dont tu vas accumuler tes objets. Euh, on se sent parfois un devoir de transmission transgénérationnelle, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça passe par les objets. C'est Alors qu'au final, alors ça c'est mon avis, bon voilà, mais et je peux comprendre que ces objets aient vraiment une connotation très, ouais, il y a beaucoup d'émotions là-dedans et qu'on a besoin de se rattacher à quelque chose qu'on peut toucher. Mais au final, je crois vraiment que l'important, c'est ce qu'on va transmettre de vive voix, ce sont des expériences, voilà, c'est beaucoup de choses plus intéressantes que le matériel. Donc c'est vrai que là, il y a beaucoup de gens avec tous ces objets-là qui gardent par obligation, par loyauté. Tu sais, c'est ça aussi au niveau des de fidélité. générations. On pense que quand on dit non à un cadeau, bon, bah, on va se faire rejeter ou quand on jette un objet auquel quelqu'un d'autre tenait avant, bah, voilà, ça va provoquer un petit problème familial. Alors que cette personne aurait pu garder l'objet chez elle. Hein. Donc peut-être qu'elle s'est elle-même débarrassée de l'objet chez toi en te passant sur tes épaules Ah, ce devoir de transmission générationnelle. Tu vois, c'est vraiment, je te donne, ça m'appartient plus, tu te débrouilles maintenant avec ça. Ce n'est plus mon fardeau, ça devient le tien. Alors à toi de dire si tu veux l'accepter ou pas.
parce que bon, On est une quand maison, même. c'est pas un musée, tu vois. Bon, Oui, c'est une maison, faut y vivre, faut pas, voilà, oui, le regarder en pensant au passé. oui, c'est ça, c'est une forme de fidélité à l'histoire, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu sais, ça me fait penser à un truc que j'ai vécu quand mon fils est né. Euh, Ma maman m'avait donné une caisse entière avec plein de vêtements de bébé. Et en fait, c'était les vêtements qui appartenaient à mon frère et à moi quand on était petits, donc qui avaient été portés une bonne trentaine d'années plus tôt. Et en fait, eh ben, ils étaient abîmés, tu sais, les élastiques qui deviennent un peu cassants, ou alors pas du tout à la mode, ou pas la bonne saison. Et finalement, en fait, j'ai été prise de court et j'ai pas pu dire non, parce que Oui, clairement, l'intention, elle était bonne, c'était mignon. Mais au final, j'ai jamais utilisé ces vêtements, ils m'ont vraiment encombré pendant longtemps. Et un jour, j'ai décidé de m'en débarrasser. Et tu sais, le fait de me débarrasser de cette caisse, ça peut paraître bête comme ça, parce que c'est juste une caisse de vêtements, mais en fait, ça a amorcé chez moi toute une réflexion sur ma façon d'être mère. Est-ce que je veux faire comme la mienne? Qu'est-ce que je veux refaire? Qu'est-ce que je veux faire différemment? Qu'est-ce que je veux faire à l'opposé? Parce que c'est vrai que là, elle m'a pas demandé mon avis pour cette caisse de vêtements, hein. J'ai pas eu l'occasion de lui dire si je les voulais ou pas. Et donc, c'est vrai que, voilà, j'ai pas pu dire non tout de suite, mais le fait que je m'en débarrasse, ça m'a permis de questionner beaucoup de choses dans ma façon d'être et voilà, de voir ce que je voulais réitérer ou pas. Et moi, je veux pas transmettre ces bêtes vêtements pour les enfants, donc je les jette. C'est où je dis non, je les jette pas, je les donne, je les vends quand je peux. Mais, euh, mais oui, je garde plus, ça sert à rien. mais justement, comme tu dis, on hésite à se désencombrer de tout ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche, à ton avis, parce que je crois qu'on est tous des beaux procrastinateurs dans l'art du désencombrement, mais qu'est-ce que tu crois qui nous empêche finalement de commencer, de mettre la main à la pâte, j'ai envie de dire, et de mettre la main à notre clarté? Ouais, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut vraiment être beaucoup de choses différentes. Je commencerai peut-être par des peurs. Moi, j'en vois quand même trois assez courantes. On en parlait tout à l'heure avec la guerre, c'est la peur du manque. Hmm. Quand on n'a pas confiance en l'avenir, est-ce qu'on peut encore voilà, on a peur de ne pas pouvoir se procurer à nouveau tel ou tel objet. Et donc, on finit par garder bah, tout et n'importe quoi. Bon, après, voilà, les paquets de sucre et les paquets de café, c'est pas bien grave, ça sera vite consommé, mais est-ce qu'une pile de vieux magazines ou un vieux grille-pain complètement cassé, ça va te maintenir à l'abri du besoin? Je pense pas. Donc, tu vois, quand tu décortiques un peu cette peur, tu peux arriver à faire partir certaines choses parce que ça devient plus conscient, en fait. Alors, une autre peur, ben ça on en parlait aussi tout à l'heure, c'est la peur d'être déloyal, d'être rejeté. Donc, on n'a pas osé dire non pour recevoir un objet. Et donc, on a eu peur de décevoir ou d'être rejeté. Donc, je pense, comme on disait tout à l'heure, à tout ce qui est familial et qui peut se transmettre. Mais il y a aussi d'autres choses, hein. Là, on vient de tous terminer nos vacances presque. On reçoit des petits magnettes, le sous-plat, le truc de Playa d'Aro, et en fait, tu sais pas quoi faire de ces trucs. Moi, j'ai reçu une tonne de magnettes et j'ai même pas de frigo métallique pour les mettre, tu vois. Donc, finalement, je les ai tous donnés aussi. Donc, oui, c'est vrai. Voilà, cette peur de dire non au cadeau, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, mais c'est toutes des choses qui s'accumulent chez toi. Et alors, t'as pas su dire non, mais tu sais pas t'en débarrasser non plus parce que tu as toujours la même peur qui te fait Tout dire, à fait. voilà, tu peux pas, ça se fait pas. Et alors, une autre peur encore que je vois, c'est la peur du vide. Parce que bah, c'est vrai Ah que oui, on garde des choses inutiles parce qu'on a envie de remplir l'espace à tout prix, parce que c'est quelque chose qui rassure, parce que le vide aussi, souvent, ça a une connotation un petit peu d'austérité et de froideur. Mais après, tu sais, c'est comme ce qu'on dit avec les enfants, hein, quand ils s'ennuient un petit peu, bah, en fait, c'est bien parce que ça laisse la place à la créativité. Mais c'est pareil dans la maison, si tout est plein partout, ça laisse pas la place au nouveau. Donc là, pareil, il faut faire un peu de vide, n'aie pas peur de ce que tu vas trouver derrière. Voilà, il faut y aller et puis au moins ce sera vrai, ce sera toi. Peut-être de t'entourer de choses qui ne t'intéressent pas, qui ne servent pas, c'est pas quelque chose de positif dans tous les cas. Euh, alors, ce qui nous empêche de nous y mettre, hein, c'est aussi des choses, des décisions parfois qu'on n'a pas prises ou des deuils qu'on n'a pas faits. Et là, je pense que les exemples, c'est beaucoup plus parlant, hein. Par exemple, quand tu as tous des vêtements d'enfant, tu sais, j'ai connu une personne comme ça qui avait gardé tous les vêtements de son fils
Puis les années sont passées, puis la quarantaine arrive et en fait, elle n'avait pas tout à fait fait le deuil du fait qu'elle en aurait peut-être plus d'enfants. Et donc ces vêtements étaient là, complètement inutiles, et elle n'arrivait pas à s'en débarrasser parce que, bon voilà, la raison lui a fait dire que c'était peut-être plus le moment d'avoir un deuxième enfant, que c'était trop tard, mais il y avait quand même quelque chose encore dans son cœur qui coinçait. Et donc elle a mis tout ça dans ses vêtements de bébé, et elle n'arrivait pas à s'en débarrasser. Le fait d'en parler, c'est vrai que ça a quand même débloqué des choses assez, assez intéressantes aussi. Euh, Après, oui, ça peut être d'autres genres de deuil, hein. Tu gardes les vêtements taille S alors que tu fais une taille L parce que tu espères peut-être un jour retrouver ta ligne de tes 15 ans, mais en fait, bon, tu sais que ça n'arrivera pas, donc à un moment, il faut faire ce deuil aussi. Voilà, ça peut être plein d'objets, hein. C'est tout à fait moi. Moi, Oui, j'ai XS, S, L, M, L et XL. Voilà, j'ai tout. oh, tu peux garder une petite taille au-dessus ou en dessous, une petite marge, hein, mais après, il y en a que tu penches, je pense que tu pourras bazarder. Oui, alors s'il y a encore d'autres choses que je peux évoquer qui font qu'on s'y met pas, c'est qu'on peut avoir toute une série de freins. Alors là, on est vraiment dans le pratico-pratique, hein. Ouais, ça m'a coûté cher. Voilà, je ne peux pas m'en débarrasser, ça m'a coûté cher. Ou je veux pas gaspiller, j'aime pas jeter, et puis je donnerai à qui. Donc voilà, à partir du moment où on a admis que bah, une fois qu'on a dépensé, bah, on retrouvera jamais sa mise de départ. Là, il y a plein de solutions vraiment concrètes qui existent, hein. Donc, on vend, on donne. Donner, ça va plus vite, ça apporte plein de choses positives, ça prend moins de temps et moins d'énergie. Euh, euh, bon, on n'a pas d'argent évidemment, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça plutôt que de le laisser, tu sais, un objet, tu dis ça coûte cher, il est dans ton grenier. Bah, en fait, tu récupères pas l'argent parce qu'il pourrit dans ton grenier, en fait. Donc, mieux vaut le donner ou le vendre un peu moins cher, beaucoup moins cher, et finalement, tu y gagnes aussi. Euh, oui, après, ça t'apprend aussi à consommer différemment, hein. Tu sais, tout ce que tu ne possèdes pas, tu ne devras jamais le jeter. Donc, ça conscientise aussi sur certaines choses de commencer à faire ce genre de travail. C'est vrai qu'on est un peu à la mode du minimalisme aussi, hein. Oui, alors est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est une nécessité qui vient avec notre façon de consommer? Je pense que c'est plutôt ça. Je Hmm. pense que, tu sais, il y a plein de modes comme ça qui sont liés au mode de vie qui évolue, la slow life, hein, tu sais, ça on entend souvent aussi. Bah oui, évidemment, on est tout le temps dans le rush, on travaille comme des fous et voilà, donc c'est un besoin qui est venu avec les conditions dans lesquelles on vit, je crois, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un besoin, effectivement. Mais moi, une question que je me pose souvent, je me dis, mais attends, mais je peux faire ça toute seule. Pourquoi est-ce que je ferais appel à un organiseur? Ben, écoute, toi, peut-être que tu y arrives toute seule. Alors c'est très bien, t'as pas besoin de moi. Ouais, après, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire seul quand même, c'est compliqué. Moi, j'ai quand même beaucoup de bonnes raisons de vendre le métier de organizer. Bah, déjà parce qu'on a un regard extérieur. Il y a des objets, il y a des gestes, il y a des habitudes qui sont là. Et en fait, tu les vois plus vraiment. Hmm. Et seul, c'est pas facile de prendre du recul. Et c'est normal, hein, c'est humain. Mais si on ne voit pas ce qui fonctionne pas, on peut pas le changer. C'est Donc, vrai. moi, je suis là aussi pour questionner les choses auxquelles tu t'es habitué et dont tu te rends plus compte. Et le but, c'est d'amorcer un changement qui est vraiment conscient. Euh, voilà, quand tu te rends compte de ce qui ne va pas, c'est beaucoup plus facile de mettre les choses en place pour que ça aille mieux. Alors, ce que je peux aussi apporter en tant qu'organisateur, bah, c'est une structure, hein. Bon, après, voilà, je suis pas ta copine ou ta mère, je suis Hmm. une professionnelle du rangement. J'ai des méthodes à te proposer, il y en a plein. Il faut juste savoir laquelle te correspond plus par rapport à ta façon d'être et de penser et de fonctionner. Il y a un ordre dans lequel procéder, il y a des techniques, il y a des trucs, des astuces. Et bah, finalement, le fait d'être soutenu comme par une structure vraiment claire, ça t'évite d'être vraiment dans la confusion et de te décourager aussi. Parce que je vois souvent des gens qui commencent, en fait, puis s'arrêtent en plein milieu, et finalement, c'est pire, parce que c'est le bazar dans toute la maison, on a vidé tous les armoires, et puis on n'a pas terminé. Donc, voilà, le home organizer, il apporte le rythme, la structure, et quelque chose de plus professionnel. Euh, je vais t'aider aussi, mais ça, on en a parlé tout à l'heure, à trouver tes motivations et tes freins aussi. Parce que c'est vrai que pour commencer à tout changer, faut d'abord savoir pourquoi.
tu veux changer? C'est Oui, quoi oui. ta motivation? Pourquoi tu viens chez moi pour ranger ta maison? Il y a quelque chose qui va pas. C'est quoi qui te motive? Qu'est-ce que tu viens chercher? Donc là, on va discuter ensemble. Et puis, voilà, tes motivations, ça peut être ton temps, gagner du temps. Ça peut être gagner de l'espace. Ça peut être retrouver de l'énergie. Ça peut même être gagner de l'argent ou éviter d'en gaspiller bêtement. Et une fois qu'on a compris pourquoi tu veux changer, on essaie de voir ce qui t'en a empêché jusque-là. On décortique un petit peu les peurs. Et c'est vrai que ouais, derrière chaque objet, il y a une histoire, il y a une émotion, il y a une peur ou un blocage. Et le but, c'est de se faire accompagner ici pour comprendre ce qui s'est passé. Et ce travail d'introspection, ça va t'aider à dépasser tes freins et voilà, à faire des choix un petit peu plus conscients pour la suite chez toi aussi. Donc, c'est aussi un accompagnement dans lequel on peut apprendre sur soi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, à partir du moment où la maison est soi-même, on est lié, voilà, quand on commence à tout chambouler dans la maison, il y a des choses qui vont se passer en toi d'office aussi, hein. Oui, Et le but, c'est de trouver quelque chose qui te correspond à toi, à ta réalité, hein. Tu sais, le but d'un home organizer, c'est pas d'aller reproduire sa propre maison qui fonctionne très bien pour lui dans sa famille, dans c'est la ça. maison des autres. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de voir un petit peu ce que toi, tu as besoin avec ta famille. Tu sais, je pense à... J'ai un couple d'amis comme ça qui ils mettent leurs brosses à dents dans la salle de bain, mais ils les mettent aussi au bord de l'évier de la cuisine. Et souvent, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est vraiment bizarre. Et puis, en fait, ils m'expliquent que les matins, leurs filles, elles sont un peu dissipées. Donc, alors, le soir, elles se brossent les dents à l'étage, à la salle de bain, puis elles vont se coucher. Mais le matin, elles se brossent les dents après le petit-déj. Et donc, on va pas les faire remonter, commencer à chipoter à gauche, à droite. En fait, on perd un tendin. Donc, elle se brosse les dents directement à l'évier. La porte de sortie est juste devant. Et en fait, c'est un gain de temps. Donc, c'est validé, tu vois. C'est leur réalité, leur fonctionnement. C'est toutes des petites choses comme ça où tu dois trouver, en fait, ton truc à toi pour que ça te ressource et que ça te soutienne, en fait, dans ton organisation et dans ton quotidien. C'est un beau métier, en tout cas, je pense, hein. Ça Oui. qui allie vraiment beaucoup de choses, à mon avis. Oui, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. En tout cas, je sens que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bonnes choses aux gens. Oui, et puis, tu sais, une fois que les gens m'appellent, c'est un peu une façon de se donner un coup de pied aux pets. C'est ça. Voilà, une fois que tu as fixé le rendez-vous, tu peux plus te défiler. Tu sais, c'est comme quand moi j'ai eu des séances de kiné il y a pas longtemps, un petit souci d'épaule, et quand j'avais le rendez-vous chez kiné, je lâchais tout ce que je faisais, hop, j'y allais directement, j'étais à l'heure, je faisais mes exercices. Mais je devais les faire à la maison aussi. Et là, je me suis pas fixé un rendez-vous avec moi-même. Et donc, la plupart du temps, je trouve toujours autre chose de plus important à faire et je ne le fais pas. Tu vois, donc là, pareil avec la maison. À partir du moment où tu me fais venir chez moi, tu fixes le rendez-vous, là, c'est fini, tu peux plus te défiler. On y va, tu vois. Voilà, on a fait l'acte fatal. On a posé l'acte fatal pour s'y mettre, pour s'y obliger. Et c'est vrai que c'est gai de voir un petit peu les résultats que ça peut donner quand on se donne un petit coup de pied aux fesses pour changer les choses. C'est pas si insurmontable que ça, en fait, hein. Elle est chouette. Je trouve que tu expliques bien ce que c'est ce métier, quand même encore inconnu. Oui, ça l'est très peu. Mais tu sais, comme je disais, hein, j'ai fait des études en psycho et au final, je retrouve beaucoup de l'humain, en fait, dans ce métier-ci. Je fais pas le métier de psy, voilà, de façon très conventionnelle. Mais je suis parfois amenée à rencontrer des gens qui ont vécu des choses et qui me partagent leur histoire. Et en fait, ça leur fait du bien hein, d'aborder les choses qui les font souffrir par un biais qui n'est pas aussi, tu sais, officiel qu'un rendez-vous chez un psy. C'est ça. Mm. Là, tu as 50 minutes, 1 heure, et puis dès que c'est fini, ah zut, tu as encore un truc à dire, c'est trop tard maintenant, on passera ça au prochain rendez-vous. Là, c'est vraiment, c'est des journées qu'on peut passer ensemble, à ranger et à discuter en même temps. C'est juste génial. Et puis, c'est parfois plein d'émotions. Tu es confronté voilà, à des situations que les gens ont vécues, des décès, des séparations, des départs d'enfants, des reconversions professionnelles. Tu touches à tout, en fait. Et tout ça se manifeste chez toi. C'est juste incroyable. Donc, Et c'est là, je trouve que c'est important d'avoir un bagage de psy comme tu l'as, parce que c'est là qu'il y a une force et qu'il y a une puissance que tu peux apporter à ce métier. C'est pas simplement de l'organisation. C'est beaucoup. oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une petite anecdote. Je vais encore parler d'elle, mais elle m'en voudra pas. Un jour, ma maman
Donc elle gardait notre fils à la maison. Elle venait chez nous pour le garder quand il était tout petit. Elle s'ennuie un petit peu pendant la sieste. Et un jour, elle a rangé tous les vêtements de mon conjoint par ordre de couleur. En fait, tous ses t-shirts, elle les a rangés. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. C'était pas du tout ça qu'il avait besoin parce qu'en fait, lui, il avait son tri dans sa tête. C'était très clair. C'était la bonne taille. C'était comme on disait tantôt, la taille en dessous. Si jamais je perds un peu de poids, je suis un peu serrée. En fait, elle a tout mélangé, tu vois. Parce elle a pas demandé. Elle a fait comme pour elle, tu vois. Et de nouveau, c'était plein de bonnes intentions. Elle voulait aider. Mais voilà, aller ranger chez les gens, c'est pas si facile que ça. Faut quand même leur demander leur avis. Oui, c'est Ils ça. ne savent pas trop par où commencer, il faut questionner pour arriver à proposer quelque chose qui correspond. Donc voilà, c'est peut-être ça en fait qui a déclenché le fait que je Ah, c'est peut-être, peut-être. c'est des petites remarques qui. Merci maman. Alors, je trouve ça vraiment très intéressant et je te remercie, Julie. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu as le mot de la fin? Est-ce que tu pourrais nous dire le mot de la fin? Mais oui, écoute, je pense que quand on acte un changement au niveau matériel, quelque chose qui se voit, je crois qu'on amorce quelque chose, un changement qui sera plus profond. Parce que je suis persuadée aussi que le changement, il est dans l'action, même la plus petite. Et donc, oui, voilà, faut pas hésiter à mettre la main à la pâte. Et puis, si on s'en sort pas, voilà, demander de l'aide. Et il n'y a pas que moi, hein, ça peut être un soutien tout autre. Mais je pense que c'est un truc intéressant de réfléchir à la relation qu'on a avec les objets. Et puis, c'est l'inverse aussi. Parfois, quand on change intérieurement, on se rend compte que ce qu'on a à C'est l'extérieur, de trop. ça Faut que va ça plus. suive, en fait. Ce qui est chouette, c'est d'arriver à faire coïncider les deux. C'est ça. Ouais. Super. Ben, écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Julie. Et je vais mettre Merci à toi, Brigitte. tes coordonnées, en tout cas, parce que je pense que c'est important que chacun puisse avoir une une source intéressante pour faire cette réflexion-là. Oui, oui. Merci beaucoup, Brigitte. C'était vraiment cool. Merci d'avoir écouté Sage Transition, le podcast des défis de la vie. Vous avez aimé? Laissez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et si vous-même vous avez une histoire inspirante à nous raconter, contactez-nous.